Stellantis vient de pulvériser le record de destruction de valeur qu'aucun constructeur européen ne voulait battre. Pendant que Carlos Tavares célèbre sa transformation électrique, 40% de la capitalisation boursière s'est volatilisée. Wall Street fuit massivement. Et le plus absurde, le diesel, officiellement condamné par Bruxelles, ressurgit dans les concessions parce que les Français ont sorti leur calculatrice. Comprendre pourquoi l'idéologie s'écrase toujours contre le portefeuille. Mais attendez de voir comment le diesel revient par la fenêtre. Ces 22 milliards ne sont pas un simple chiffre comptable qu'on sort d'un tableur pour faire peur aux actionnaires. C'est l'addition salée d'une stratégie industrielle qui part dans le mur à 130 à l'heure, sans ceinture de sécurité. Une stratégie dictée par des commissaires européens qui n'ont jamais tenu un volant de leur vie. Qu'est-ce qui peut bien expliquer une telle catastrophe industrielle? D'abord, la décote boursière. 40% de la valeur de Stellantis s'est volatilisée depuis janvier. Selon les données Bloomberg de septembre 2024, les investisseurs ne sont pas des philanthropes. Quand ils fuient massivement, c'est qu'ils ont identifié des signaux d'alarme que les communicants s'acharnent à minimiser. Cette chute reflète une perte de confiance totale dans la capacité du groupe à naviguer dans le chaos réglementaire européen. Wall Street et la City ne pardonnent pas les erreurs stratégiques, encore moins quand elles s'accumulent sur plusieurs trimestres consécutifs. Chaque rapport financier de Stellantis révèle de nouveaux trous dans la raquette. Marché perdu en Europe, concurrence chinoise qui gagne du terrain et rentabilité qui s'effrite sur tous les segments populaires. Les analystes de Goldman Sachs ont revu leurs prévisions à la baisse. Cette défiance généralisée transforme chaque publication trimestrielle en séance de torture boursière. Ensuite, les charges exceptionnelles qui explosent. Rappel massif, garantie prolongée, arrêt de production. Chaque mois apporte son lot de problèmes techniques qui nécessitent des campagnes préventives. Traduction, les voitures Stellantis tombent en panne et l'entreprise paie l'addition. Le système AdBlue qui cristallise, les moteurs PureTech 1,2 litre qui lâchent leurs courroies de distribution, les boîtes automatiques qui patinent sur les 3008. La liste s'allonge comme un inventaire à l'après-vert des merveilles de l'ingénierie moderne au rabais. Ces défaillances en série ne sont pas des accidents isolés. Elles révèlent une dérive qualité systémique qui remonte aux décisions prises il y a 5 ans. Les 300 millions d'euros de rappel pour les seuls moteurs PureTech représentent l'équivalent de 3 années de bénéfices d'une filiale européenne moyenne. Les propriétaires de 208 GT découvrent que leur moteur 1,2 litre turbo peut rendre l'âme à 60 000 km à cause d'une courroie de distribution défaillante. Changement obligatoire, 2 500 €. Les 3008 équipés de la boîte EAT8 connaissent des problèmes de patinage qui nécessitent un remplacement complet du groupe hydraulique. Coût de l'opération, 4 000 € hors garantie. Ces pannes récurrentes alimentent les forums spécialisés et détruisent méthodiquement la réputation de fiabilité des marques françaises. Mais le pire reste à venir. Bruxelles force Stellantis à vendre à perte pour éviter les amendes astronomiques de 95 € par gramme de CO2 dépassé. Résultat, chaque Peugeot E208 vendu creuse un peu plus le déficit, pendant que les vrais profits se font sur des marchés moins régulés comme les États-Unis. L'Europe se transforme en terrain d'expérimentation coûteux pour satisfaire les lubies écologiques de technocrates qui ne comprennent rien à l'industrie automobile. Cette situation kafkaïenne oblige les constructeurs européens à subventionner eux-mêmes leurs propres pertes de compétitivité. Pendant que Tesla encaisse les crédits carbone vendus aux constructeurs traditionnels, Stellantis paie une double peine. Il finance indirectement son concurrent américain tout en vendant ses propres électriques à perte. D'après l'Association des constructeurs européens, cette mécanique perverse explique pourquoi les marges opérationnelles de Stellantis s'effondrent en Europe, moins 3,2% au deuxième trimestre 2024, alors qu'elles restent solides sur le marché américain avec plus 12%, moins contraints réglementairement. Les pick-up Ram et les Jeep Grand Cherokee financent littéralement les subventions cachées des citadines électriques européennes. Pendant que Stellantis saigne, quelque chose d'impensable se produit dans vos concessions. Cette hémorragie financière coïncide avec un phénomène que personne n'avait anticipé chez les ayatollahs du tout électrique. Le grand retour du diesel. Pas par nostalgie romantique des fumées noires, mais par pur calcul économique. Les Français font leur compte
et l'addition du rêve électrique leur donne des sueurs froides. Un diesel Euro 6D d'occasion, correctement entretenu, reste aujourd'hui l'option la plus rationnelle pour qui parcourt plus de 20 000 km par an. Autonomie réelle de 800 km, coût d'entretien maîtrisé. Face à ça, la voiture électrique fait figure d'objet de luxe urbain, réservé aux bobos parisiens qui ont un garage et ne sortent jamais de leur périphérie. Les chiffres officiels du marché de l'occasion confirment cette tendance. Les recherches pour diesel sur les sites spécialisés ont bondi de 34% en 6 mois, selon Le Bon Coin Automobile. La centrale affiche une hausse de 28% des consultations pour les motorisations diesel Euro 6. Cette résurrection s'explique aussi par l'évolution des prix sur le marché de l'occasion. Alors que les électriques se déprécient à une vitesse vertigineuse, parfois 50% en 2 ans, les bons diesel Euro 6 maintiennent mieux leur valeur résiduelle. Les acheteurs d'occasion ont intégré les risques liés aux batteries vieillissantes, au coût de remplacement prohibitif et à l'évolution rapide des technologies qui rend obsolètes les premiers modèles. Un Volkswagen Tiguan 2 litres TDI de 2019 garde sa pertinence technique en 2024, alors qu'une Renault Zoé de 2019 fait déjà figure de dinosaure technologique avec ses 300 km d'autonomie optimiste et sa recharge lente en courant alternatif. Les garagistes indépendants confirment cette tendance. On ne arrive plus à écouler les électriques d'occasion, confie un responsable de concession multimarque en région parisienne. Les clients fuient dès qu'ils voient le prix de remplacement d'une batterie, entre 8 000 et 15 000 euros selon les modèles. Pour ce prix-là, ils préfèrent un bon diesel récent avec 50 000 km. Cette inversion des tendances remet complètement en cause les prévisions des analystes qui anticipaient une adoption massive et irréversible de l'électrique. Et là, ça devient encore plus absurde. Les ZFE et autres interdictions administratives ont produit exactement l'effet inverse de celui recherché. Elles ont créé une rareté artificielle des bons diesel, fait exploser leur cote d'occasion et poussé les ménages modestes à garder encore plus longtemps leurs anciens véhicules. Bravo l'écologie punitive, elle a réussi à maintenir en circulation des moteurs plus polluants tout en privant les classes moyennes d'un renouvellement cohérent de leur parc automobile. Cette politique de gribouille génère des effets pervers que ses concepteurs refusent d'admettre. Les ZFE créent une ségrégation sociale par la mobilité. Les riches roulent propre dans leur Tesla subventionné, les classes moyennes bricolent avec des diesels hors d'âge qu'elles n'arrivent plus à remplacer, et les plus modestes sont tout simplement exclus des centres-villes. L'écologie punitive devient un facteur d'inégalité territoriale et sociale que même les socialistes les plus endurcis commencent à questionner. À Marseille, l'interdiction des diesels Euro 5 dans le centre-ville a provoqué une chute de 23% de la fréquentation des commerces, selon la chambre de commerce locale. Cette résurrection du diesel met Stellantis dans une position délicate. Le groupe a massivement investi dans l'électrification, délaissé le développement des motorisations thermiques et se retrouve avec une offre diesel vieillissante face à une demande qui repart. Les derniers diesels Stellantis sont des bombes à retardement électronique, bourrés de systèmes de dépollution capricieux qui transforment chaque trajet en roulette russe mécanique. Prenez la D-Blue, cette solution aqueuse durée censée purifier les rejets des diesels modernes. Sur le papier, c'est génial. Dans la réalité, c'est un cauchemar logistique et financier. Un système qui devait rendre le diesel plus propre l'a rendu plus fragile et plus coûteux à entretenir. Résultat, les propriétaires de diesel récents vivent dans l'angoisse permanente du voyant orange qui s'allume et de la panne qui immobilise. Le réservoir Daddy Blue gèle en hiver, des moins 5 degrés, cristallise en été quand il reste au soleil, et ses capteurs tombent en panne dès qu'un grain de poussière passe par là. L'injecteur Daddy Blue, cette merveille de précision allemande, coûte 800 € à remplacer et rend l'âme tous les 80 000 km en moyenne. Sans compter que la Daddy Blue doit être stockée dans des conditions précises, ni trop chaud, ni trop froid, à l'abri de la lumière, contrainte que peu de particuliers respectent. Cette logique punitive transforme chaque diesel récent en épée de Damoclès mécanique. Les propriétaires découvrent que leur voiture neuve de 40 000 € peut devenir inutilisable à cause d'un capteur à 150 € défaillant. Cette complexification forcenée n'est pas un accident industriel, c'est le résultat logique d'une réglementation européenne qui empile les contraintes techniques sans se soucier de leurs conséquences pratiques.
Euro 6D, RDE, WLTP. Chaque nouvelle norme oblige les constructeurs à ajouter des couches de technologie pour rester conformes, transformant progressivement nos voitures en laboratoires roulants instables. Le paradoxe Stellantis, c'est d'avoir simultanément abandonné la simplicité mécanique qui faisait la réputation française et de s'être lancé dans une course à l'électrification qui ruine ses finances. Carlos Tavares a voulu jouer sur tous les tableaux, satisfaire Bruxelles avec des quotas électriques, maintenir la rentabilité avec des plateformes globalisées et rassurer les actionnaires avec des promesses de transformation digitale. Le résultat, une stratégie bancale qui ne satisfait personne et coûte une fortune. La plateforme CMP de Stellantis illustre parfaitement cette dérive. Censée mutualiser les coûts sur plusieurs modèles et marques, elle impose des compromis techniques qui nuisent à la spécificité de chaque véhicule. La Peugeot 208, l'Opel Corsa et la DS3 Crossback partagent la même architecture, mais leurs clientèles n'ont pas les mêmes attentes. Résultat, des voitures fadas qui n'excellent dans aucun domaine, vendues sur des marchés ultra concurrentiels où chaque détail compte. Cette standardisation forcenée détruit l'âme des marques historiques, au profit d'une efficacité comptable de court terme. Les ingénieurs Peugeot, qui savaient développer des châssis spécifiques, se retrouvent contraints d'adapter leurs ambitions aux limites d'une plateforme commune. L'innovation technique, ADN, historique des marques françaises, se noie dans la logique financière des synergies industrielles. Prenez la Peugeot 308 actuelle, sur base CMP. Elle partage ses organes mécaniques avec l'Opel Astra, mais doit coller à l'image sportive de la marque au lion. Résultat, un châssis trop souple pour satisfaire les amateurs de conduite, trop ferme pour séduire la clientèle familiale d'Opel. Ce compromis permanent explique pourquoi aucun modèle Stellantis ne domine plus vraiment son segment, comme pouvait le faire la 205 GTI ou la première 308 SW dans leur époque. 22 milliards qui s'évaporent, c'est normal selon vous ? Ces sommes astronomiques ne tombent pas du ciel. Elles sont la conséquence directe de choix industriels et politiques désastreux. Quand on impose des transitions technologiques sans tenir compte de la réalité, on obtient exactement ça. Des constructeurs qui perdent de l'argent sur leurs voitures électriques. Des consommateurs qui se rabattent sur des solutions qu'on voulait faire disparaître. Et une industrie automobile européenne qui s'affaiblit face à la concurrence chinoise subventionnée. Car pendant que l'Europe s'auto-flagelle avec ses normes impossibles, la Chine développe tranquillement une industrie automobile électrique massivement soutenue par l'État. BYD, MG, NIO, ces marques inconnues hier débarquent aujourd'hui sur nos marchés avec des voitures électriques vendues à des prix défiant toute concurrence. Comment ? Grâce aux subventions publiques chinoises qui faussent totalement la compétition. L'Union européenne a créé les conditions parfaites pour se faire laminer par une concurrence déloyale qu'elle refuse de voir. Le cas BYD est exemplaire de cette concurrence faussée. Ce constructeur chinois, qui était un simple fabricant de batteries, inonde aujourd'hui l'Europe avec des électriques vendus 20 000 €. Cette performance économique s'explique par un écosystème industriel chinois entièrement orienté vers la conquête des marchés automobiles mondiaux. L'État chinois subventionne massivement la recherche en batterie, les usines de production, les réseaux de recharge et même l'achat de véhicules électriques par les particuliers chinois. Cette stratégie d'État coordonnée permet à BYD de vendre en Europe à des prix inférieurs aux coûts de production européens, tout en dégageant des marges confortables sur son marché domestique protégé. Les subventions directes représentent entre 6 000 et 9 000 € par véhicule, selon les estimations de l'industrie européenne. Pendant ce temps, Stellantis s'interdit les économies d'échelle en multipliant les plateformes et subit la pression fiscale européenne sans compensation. Cette asymétrie concurrentielle explique pourquoi les constructeurs chinois gagnent des parts de marché en Europe, 8,2% en 2024 contre 3,1% en 2021, alors qu'aucun constructeur européen ne perce significativement en Chine. Le marché chinois reste hermétiquement fermé aux importations occidentales par un système de quotas et de taxes douanières dissuasives. Le retour du diesel n'est donc pas une victoire de l'obscurantisme sur le progrès, c'est le réveil brutal du principe de réalité. Les Français découvrent que l'électrique coûte cher à l'achat, se déprécie vite, angoisse en hiver et devient inutilisable dès qu'on s'éloigne des métropoles. Face à cette désillusion, le diesel reprend des couleurs, malgré sa diabolisation médiatique. Mais attention au mirage, si le diesel redevient fréquentable commercialement, tous les diesels ne se valent pas. Les motorisations récentes de Stellantis cumulent les inconvénients. Complexité électronique, système de dépollution fragile,
Acheter un diesel Stellantis d'occasion, c'est potentiellement hériter des défauts de conception et de la décote qui va avec. L'ironie suprême, c'est que les constructeurs japonais, qui ont toujours privilégié la fiabilité sur le marketing, tirent leur épingle du jeu. Toyota continue de vendre ses hybrides HSD éprouvés, pendant que Stellantis accumule les rappels sur ses innovations prématurées. La rigueur industrielle nippone écrase la créativité comptable franco-italienne, et ça se voit dans les statistiques de panne, comme dans les cotations d'occasion. Toyota a développé sa technologie hybride pendant 20 ans, l'a perfectionnée sur des millions de véhicules, et propose aujourd'hui des motorisations fiables qui consomment 4 litres au 100 km sans angoisse d'autonomie. Cette approche industrielle patiente et méthodique contraste avec l'improvisation permanente de Stellantis. Le RAV4 hybride affiche des taux de satisfaction client de 87% après 3 ans, contre 64% pour un 3008 hybride 4 de même génération. Ces écarts de perception se traduisent directement par des différences de valeur résiduelle. Un Toyota hybride de 3 ans conserve 68% de sa valeur initiale, contre 52% pour un équivalent Stellantis. Cette prime à la fiabilité japonaise érode encore plus la rentabilité des marques européennes sur leur propre marché. Cette débâcle Stellantis révèle les limites dramatiques de la stratégie européenne en matière automobile. Plutôt que de soutenir ses champions industriels face à la concurrence mondiale, Bruxelles les handicape avec des réglementations contraignantes qui profitent ultimement aux constructeurs étrangers. Si vous roulez encore au diesel, ou si vous envisagez d'en racheter un, cette histoire de résurrection du diesel au moment où Stellantis s'effondre, ça en dit long sur l'état réel de notre marché automobile. Ces milliards perdus résonnent comme un glas pour l'industrie automobile européenne telle qu'elle s'est construite ces dernières décennies. Ils marquent la fin d'une époque où les constructeurs européens pouvaient imposer leurs choix techniques sans tenir compte des attentes réelles de leurs clients. L'ère de l'automobile technocratique, pilotée depuis Bruxelles par des fonctionnaires hors sol, touche à sa fin. Les consommateurs reprennent le pouvoir par leur choix d'achat et ils plébiscitent massivement les solutions pragmatiques contre les utopies électriques.